Bon, mais merci Martin pour cette présentation. Merci aussi à Lionel pour l'organisation et l'invitation. Puis merci au Vinatier. Alors, j'ai juste repris le titre parce qu'ils ne m'ont pas dit s'il fallait que j'aborde aujourd'hui. Donc, je vais reprendre un peu ce qui a été dit ou évoqué par les précédents orateurs et puis essayer de développer un peu les concepts autour du trouble de personnalité borderline. Et de voir en gros qu'est-ce que nous apporte finalement ou qu'est-ce qu'on a de nouveau dans le panorama des troubles de personnalité borderline. C'était un peu de l'introduction que je viens de dire, donc je reprends juste ce qui a été dit, mais je pensais commencer avant tout par un historique du trouble de personnalité borderline. C'est intéressant de se rappeler d'où ça vient. Donc c'est pas très très vieux en fait le concept de personnalité borderline. On a des premières notions de construction borderline, héritée de la psychanalyse, avec Adolf Stern, qui est le premier à évoquer ce concept-là, qui découle aussi de discussions avec Otto Kernberg, qui est le papa, quelque part, du trouble de personnalité borderline, aussi psychanalyste. Donc, c'est tous des descendants ou des affiliés ou des contemporains de Freud, et qui, Kernberg, définit le borderline comme entre la névrose et la psychose. Mais ça, vous le savez probablement déjà. Mais c'est qu'en 1900, et moi je vais utiliser des termes suisses, 75, que Kernberg définit à proprement parler ce que c'est que le trouble de personnalité borderline, avec la définition qu'on connaît maintenant, qui n'a pas changé depuis. C'est les 9 critères qu'on connaît. Adolf Stern et Kernberg, au début, parlaient plutôt d'une sorte d'hypersensibilité et d'une rigidité de la pensée chez ces patients-là, qui sera repris plus tard par Gunderson, pour ceux qui connaissent, dans son modèle en fait de bonne pratique du trouble de personnalité borderline, qu'on appelle le GPM ou GPM, pour General Psychiatric Management of Borderline Personality Disorder, ou good ou general. On ne sait pas trop si c'est good ou general management ou good management, mais qui va mettre au centre du trouble de personnalité borderline en fait l'hypersensibilité comme problème principal. Alors vous avez chacun, et petit à petit à partir de là, on va avoir différents modèles qui vont se construire. Et vous voyez ici les personnes les plus importantes dans le panorama en fait de la compréhension étiologique du trouble de personnalité borderline, avec Otto Kernberg, donc, qui va plutôt lui parler de difficultés dans le transfert contre transfert. Il va développer le concept de thérapie focalisée sur le transfert, qui va manualiser beaucoup plus tard, dans les années, on va dire 90, c'est voire fin des années 90 et réellement opérationnel dans les années 2000. Ça vient après la première, et qui est l'initiatrice quelque part de l'evidence-based treatment, ou le traitement basé sur l'évidence en soins des patients borderline, qui est Marshall Linehan, donc d'inspiration plutôt cognitivo-comportementale. C'est la thérapie comportementale dialectique. Par la suite, on va avoir la mentalization-based treatment. C'est les deux petits bonhommes que vous voyez en haut. C'est Anthony Bateman et Peter Fonagy, qui eux vont mettre au centre de la problématique borderline en fait le concept de mentalisation en lien avec des difficultés d'attachement. Donc c'est une orientation plutôt psychodynamique, plutôt anglo-saxonne. Et vous allez par la suite avoir d'autres modèles. Gunderson et Zanarini vont développer le modèle GPM, donc qui est inspiré essentiellement de la DBT ou TCD. Alors je vais utiliser souvent DBT comme abréviation pour la TCD, c'est synonyme, c'est l'abréviation anglaise, c'est un défaut que j'ai, malheureusement. Donc, John Gunderson va développer ce concept de GPM en s'inspirant des modèles TCD et des modèles TBM, donc thérapie basée sur la mentalisation, en prenant quelques ingrédients et en essayant de faire une thérapie plus facilement enseignable, pas forcément pour les patients les plus sévères, mais en tout cas pour avoir ce qu'on appelle un step care, c'est-à-dire une possibilité d'offrir le maximum de soins au maximum de patients borderline, ce qui est assez nouveau, parce qu'on a pendant plusieurs années eu des guerres de chapelle entre les différentes approches psychothérapeutiques, les tenants du TBM, les tenants de la TCD, les tenants de la TFP. Il y a encore là-dedans la thérapie des schémas ou d'autres thérapies. On se retrouve maintenant dans un modèle plus intégratif, plus simple, qui nous permet en fait d'offrir à un plus grand panel de personnes souffrant du trouble un soin approprié, et ensuite de les rediriger sur différentes psychothérapies, donc typiquement la TBM, la TCD ou autres. À partir des années, on va dire
2000, on a aussi Marie Zanarini, que vous voyez en bas à droite, avec Gunderson aussi, qui vont s'intéresser, une fois qu'on a développé le concept d'evidence-based treatment pour la psychothérapie, vont commencer à s'intéresser au devenir en fait des patients borderline avec ou sans traitement, hein. C'est les grandes études prospectives qui vont contribuer à la déstigmatisation du trouble beaucoup, hein, parce qu'avant Zanarini et Gunderson, il y avait même chez les soignants, hein, qui avaient développé les thérapies et psychothérapies manualisées, standardisées, une croyance que le traitement marchait, mais que si on ne traitait pas les patients borderline, l'évolution était à vie, on souffrait à vie d'un trouble de personnalité borderline, qu'il n'y avait jamais aucun patient qui avait une rémission. Il y avait plein de croyances et de stigmates de ce type-là qui ont pu être, on va dire, mis de côté, hein, grâce aux études de Zanarini, qui est une pionnière dans la déstigmatisation du trouble, hein. J'ai mis en bas aussi des histoires de trauma, hein, parce que même si on s'intéresse maintenant au concept de PTSD complexe et borderline, et on se pose la question de savoir est-ce que le PTSD est une forme de trouble de personnalité borderline ou est-ce que le trouble de personnalité borderline est une forme de PTSD complexe. À l'origine, quand Kernberg développe le concept de trouble de personnalité borderline dans les années 1975-80, beaucoup de théoriciens ont déjà évoqué le fait que possiblement le trouble de personnalité borderline était en fait une manifestation du PTSD complexe ou du trauma, hein. Donc, en fait, le trouble de personnalité borderline n'existe pas, c'est une évaluation ou une conséquence simplement des traumas. C'était beaucoup les mouvements féministes, hein, qui se sont posés en défenseurs de cette hypothèse, partant du principe que le trouble de personnalité borderline était une façon de stigmatiser les femmes qui, en fait, avaient eu un traumatisme important et qu'on essayait de leur attribuer des caractéristiques, entre guillemets, féminines. C'est une théorie qui a été mise de côté, hein, qui a, suite aux études épidémiologiques et autres. Mais on se repose maintenant la question, hein, Louisa l'a évoqué, c'est pour ça que je me permets de revenir dessus, sur ce lien étroit entre PTSD complexe et finalement trouble de personnalité borderline. Alors moi, je vous encourage aussi à aller voir, j'ai mis borderline de film, je ne sais pas si vous connaissez. Alors vous pouvez simplement taper borderline de film sur Internet et vous avez tous les grands pontes du trouble de personnalité borderline qui ont été interviewés et qui expliquent ce que sont des symptômes. Donc il y en a Marshall Linehan qui va par exemple parler du trouble identitaire, ce que c'est que la dérégulation des émotions. Vous avez John Gunderson qui va parler de l'hypersensibilité interpersonnelle, des difficultés interpersonnelles, et c'est hyper bien. Et ça donne une bonne image de ce qu'est un trouble de personnalité borderline et comment ça s'exprime. En tout cas, moi, je trouve ça assez génial d'avoir pu aussi interviewer toutes ces personnes à un temps, parce que la plupart sont amenés à disparaître. On a des films assez incroyables. Et tout ça, finalement, ça mène sur maintenant, c'est-à-dire des associations de familles. On a l'apparition maintenant, suite à tous ces chercheurs, on a les pères et les familles qui vont s'impliquer dans le soin. Alors tout d'abord avec Connexion familiale, on voit ici la carte francophone des centres de connexion familiale. Alors je remercie Mario avec lequel j'ai fait cette carte des centres Mario Speranza, hein, pour ceux qui n'ont pas connaissent pas Mario, mais je pense que tout le monde connaît Mario. Ou si vous ne le connaissez pas, rencontrez-le, ça vaut la peine. Donc Mario Speranza a vraiment contribué à l'implémentation de connexion familiale dans le monde francophone. Donc c'est important de lui rendre en fait cet hommage, parce que ensuite évidemment toutes les familles sont venues et ont participé, ont joué le jeu, et ça a pris vraiment corps en langue francophone, en tout cas dans le monde francophone, ici en France et en Suisse voisine. J'ai juste mis nos deux centres en Suisse qui ont aussi connexion familiale. Et encore plus récemment, vous avez plein de manifestations qui sont des partenariats entre soignants, familles, patients, pères, praticiens et autres. Donc vous avez ici des marches solidaires, hein, qui ont été faites à Strasbourg. Donc là, vous avez, c'était en mai, tout récemment, le 13 mai 2025, hein, qui se veut une forme de
déstigmatisation, mais aussi de sensibilisation autour du trouble de personnalité borderline pour la population générale, hein. Donc ça, c'est des marches oranges, comme vous le voyez. Il y a l'idée de, vous me corrigez si j'ai tort, les Strasbourgeois, mais de refaire ça chaque année, hein. Donc, on vous transmettra la pub. J'ai pas la date de l'année prochaine, mais vous pouvez vraiment y venir. Et j'espère que ce genre de manifestation et de sensibilisation autour du trouble de personnalité borderline pourront ne pas être cantonnés à Strasbourg, mais se diffuser dans toutes les villes de France et ailleurs. Alors, ça vient pas de France, hein, ça vient de Canada ou Canada. Je ne voulais pas me tromper. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux troubles de personnalité borderline et aux nouvelles approches thérapeutiques? Alors, il y a plusieurs raisons, hein, parce que ça a un coût important sociétal. Alors, je pense que ça a été évoqué, mais là, vous avez une étude assez récente qui montre le coût annuel de prise en charge d'un patient borderline. Donc, on voit en haut, le coût total est de 31 000 euros. C'est énorme par année, hein, pour une famille, pour un patient. Et ce coût est divisé ainsi. Il y a des coûts médicaux directs, donc qui sont en lien avec la pathologie. Il y a des coûts non médicaux directs. Alors, c'est par exemple des actes délictueux qui peuvent être commis. Je vais aller voler dans un magasin, ou des menaces ou des agressions envers autrui, hein, ce qui peut arriver, hein. Le trouble de personnalité borderline n'ont pas que des agressivités envers soi-même, ils peuvent être aussi agressifs envers autrui. Et donc, il y a des plaintes qui peuvent être déposées, qui sont directement les conséquences de la pathologie. Alors, ce n'est pas le plus important, mais ce que vous voyez, c'est les coûts indirects. Et les coûts indirects, c'est les coûts familiaux. Donc, les familles dépensent énormément en fait, en tant qu'argent. Donc, on voit que la moitié du coût, quasiment, est un coût indirect de la pathologie, mais c'est beaucoup. Ça coûte cher. C'est un coût sociétal important. Et on a un intérêt à trouver des solutions pour aider ces patients, parce qu'on va réduire aussi le burden, hein, c'est l'impact en fait environnemental et sociétal pour les proches aussi, hein. Donc, c'est important de faire cet effort. C'est un trouble qui n'est pas rare, on l'a aussi évoqué. Et il y a un impact fonctionnel important, hein. Si on ne traite pas, ou on ne prend pas en charge et on ne s'intéresse pas à ces pathologies, ben, on l'a évoqué, hein. On est souvent intéressé par la schizophrénie, le trouble bipolaire, etc. Mais l'impact de souffrir d'un trouble de personnalité borderline est tout aussi important. Un impact fonctionnel au long cours, hein, qui a été démontré, même si on a une rémission symptomatique. En fait, le fait d'avoir un trouble extrêmement invalidant, extrêmement handicapant, dans les moments qui sont finalement les plus importants de ma vie, hein, donc jeune adulte, adolescent, dans lesquels je vais construire mes relations pour les 40 prochaines années, je vais construire mes choix de vie pour les 40, 50, 60 prochaines années. Si ce moment-là est disrupté, hein, est perturbé, ben, je vais avoir un impact fonctionnel au très long cours. Je peux avoir plus de symptômes, mais j'aurai un outcome financier moins bon, j'aurai plus de chances de me retrouver seul, un père ou mère le plus souvent célibataire, etc., etc., avec des maladies évidemment au long cours aussi somatiques qui ne sont pas négligeables, et des comorbidités. C'est ce qu'on peut voir ici, hein. En haut, vous avez, alors c'est un peu barbare comme schéma, hein, mais c'est des études qui sont intéressées en fait aux comorbidités dont souffrent les patients borderline, et qui sont des comorbidités qui vont durer dans le temps, hein, une fois que le trouble apparaît, qui n'est pas traité. Donc vous avez toutes les comorbidités psychiatriques. Vous avez, alors je vous ai entouré ici les maladies sexuellement transmissibles, hein. C'est pas anodin. On a beaucoup plus d'infections HIV, mais d'autres maladies aussi, comme les chlamydia ou les syphilis. Vous avez l'obésité qui est beaucoup plus important, ou le surpoids, hein. Et ça, c'est important parce que on pense qu'il y a un lien entre le syndrome métabolique, l'obésité, diabète et autres, et la pathologie borderline. Et de nouvelles stratégies, et j'y reviendrai, s'intéressent en fait à l'activité physique et au bien-être et à la qualité de vie somatique des patients borderline, pouvant améliorer en fait la symptomatologie. Et puis vous avez des accidents. Alors ça, on oublie, hein, mais les patients borderline sont aussi impulsifs et vont être à plus haut risque d'accident. Alors, vous avez ici un autre schéma aussi qui vous montre ici plutôt les medical illness, donc c'est les pathologies médicales. Donc, souffrir d'un trouble de personnalité borderline
expose à un haut risque d'avoir une hygiène de vie qui n'est pas satisfaisante, hein, donc malbouffe, hygiène de sommeil délétère, moins d'activités sportives, etc. Donc c'est une sorte de cercle vicieux qui va s'installer avec, on le voit, hein, beaucoup plus de risques cardiovasculaires, donc hypertension, infarctus du myocarde, mais aussi syndrome métabolique, diabète. On a des maladies hépatiques qui sont souvent la conséquence des consommations d'alcool, hein. Ça paraît anodin, les patients borderline qui boivent de l'alcool, mais en fait, ils boivent beaucoup en binge eating, en binge drinking souvent. Et ça, on le sait maintenant de nouvelles études assez récentes, que le binge drinking est un facteur important de cirrhose hépatique et de décompensation du foie. Et donc, les maladies hépatiques sont importantes chez ces populations-là. Vous avez l'incontinence urinaire qui est souvent une conséquence en fait des maladies sexuellement transmissibles. On voit ici en bas 3 fois plus à 4 fois plus d'infections HIV et d'autres maladies vénériennes comme la syphilis, le chlamydia et autres. Alors, je pense que c'est vraiment pas à s'enlever de sa tête, hein. Alors la DBT ou la TCD a ce grand avantage d'adresser les facteurs de risque environnementaux, hein, la qualité de vie. Et on a un focus beaucoup là-dessus, hein, comme améliorant la symptomatologie du trouble de personnalité borderline. Et je pense qu'une des nouvelles stratégies, parce que ça a été passablement délaissé des autres approches thérapeutiques, c'est l'intérêt et être concerné en fait par le bien-être somatique de nos patients, parce que le bien-être somatique va améliorer le bien-être psychologique, hein. On fait souvent l'inverse, nous, en tant que psychiatre, psychologue, on s'intéresse beaucoup au bien-être psychologique en oubliant en fait tous les aspects somatiques qui, comme je vous le démontre ici, sont pas négligeables. Alors pourquoi une psychothérapie? Alors je vais juste rappeler pourquoi est-ce que j'insiste sur la psychothérapie, parce que je vais vous montrer les nouveaux guidelines que Lionel vous a présentés tout à l'heure, les guidelines américains. En fait, on n'a pas grand-chose de nouveau. Les seules choses qui marchent vraiment, c'est la psychothérapie. On a essayé beaucoup de traitements médicamenteux. On n'a pas de traitement médicamenteux. Je le remontre ici, une des slides que Sébastien, ou un des schémas que Sébastien a montré sur l'efficacité de la lamotrigine, par exemple. On n'a pas démontré d'efficacité, on va dire, en tout cas, sur le trouble borderline en soi d'approche médicamenteuse, hein, même si ce qui semble être un peu prometteur, c'est les psychostimulants, mais avec guillemets, et on n'a pas suffisamment d'études pour se prononcer dessus. Et toutes les recommandations, hein, s'accordent pour dire, et c'est ce qu'on va voir ici, que l'approche principale du traitement des troubles de personnalité borderline, et c'est la seule qui a été démontrée efficace, sont les approches psychothérapeutiques standardisées, manualisées et qui ont été basées sur l'évidence. Alors là, vous avez de nouveau ces recommandations américaines. On voit les traitements qui ont été validés au moins une fois en RCT, qui peuvent être employés. Alors, vous avez la DBT ou TCD, qui est clairement celle qui a été le plus évaluée en RCT. Un RCT, c'est les Randomized Control Trials, donc c'est les études randomisées contrôlées. Vous avez la TBM, vous avez aussi des approches d'orientation psychodynamique type GPM, mais qui ne sont pas du GPM. C'est des approches nord-américaines, hein, qui sont dérivées de l'American Psychiatric Association, qui ont démontré quand même une certaine efficacité. Vous avez la thérapie basée sur les schémas, le System Training for Emotional Predictability and Problem Solving, ça c'est aussi nord-américain, c'est une sorte de step care aussi modèle. Et puis vous avez la TFP et le GPM. Donc TFP, c'est la thérapie de Kernberg, hein, donc basée sur le transfert, et le GPM qui est ce General ou Good Psychiatric Management. Alors si vous parlez l'anglais, lisez ces recommandations, elles sont très bien faites, hein, c'est de nouveau les plus récentes, qui vous guident à travers en fait le meilleur soin pour les troubles de personnalité borderline. Et vous avez ici ce qui a été conseillé ou recommandé pour l'approche pharmacologique. Alors, ils sont très précautionneux sur l'approche pharmacologique, hein. Ils précisent bien qu'il n'y a pas grand-chose qui fonctionne, qu'on peut utiliser au cas par cas et sur une durée extrêmement courte pour viser un seul symptôme, un antipsychotique, par exemple, atypique, si on est dans un moment de crise et qu'on n'a pas d'autres possibilités de traitement, hein, mieux vaut ça, mais ne surtout pas laisser le traitement à vie, ne pas faire une escalade de traitements médicamenteux et réévaluer systématiquement la prise en charge psychopharmacologique, hein. On doit, dans l'idéal, toujours envisager de stopper ces traitements-là. Évidemment,
que les comorbidités, elles, s'il y en a, on va les traiter selon les guidelines respectifs. Si vous avez une dépression sévère, vous mettrez un antidépresseur. Si vous avez un trouble bipolaire, vous allez proposer un stabilisateur de l'humeur, etc. Mais ça n'est en aucun cas le traitement principal de vos troubles de personnalité borderline. C'est vrai aussi pour les autres troubles de personnalité, soit dit en passant. Pourquoi donc la psychothérapie? Moi, je pense qu'on l'a évoqué, donc j'insiste encore là-dessus, hein, parce que c'est des situations de crise répétées, il y a trop de médicaments, hein, ça pousse souvent, les patients borderline vont très souvent engendrer une relation difficile avec le thérapeute, ou si on n'est pas habitué à voir ses patients, ben, on va en tant que thérapeute faire des conneries, c'est inévitable. Et chaque thérapie a ses moyens et ses standards pour essayer de canaliser au mieux en fait le thérapeute. C'est pas le patient qui pose problème, c'est le thérapeute qui est souvent pas formé et qui sait pas quoi faire et qui perd ses moyens. Et finalement, ben, on a dû, pour remédier à ça et éviter une errance ici, que vous voyez, j'ai pris un schéma d'une patiente en reprenant tous les parcours de soins qu'elle a fait. Éviter une errance diagnostique d'années avant de pouvoir bénéficier d'un traitement, on va dire, psychothérapeutique adéquat. Et parce qu'en fait, voilà, c'est de nouveau la même chose, hein, c'est un traitement. La prise en charge de patients borderline, c'est difficile si on n'est pas entraîné, si on n'a pas une approche standardisée et qu'on n'a pas eu on va dire un enseignement spécialisé pour le trouble de personnalité borderline. On va faire faux, c'est inévitable, hein. Moi, avant d'être formé, je faisais faux, j'ai fait des erreurs et ça mène à surhospitaliser, à surmédicaliser ces patients. Et donc, le message, c'est formez-vous, formez-vous, formez-vous. Et si vous n'avez pas le temps de vous former, formez-vous au moins à la GPM, hein, c'est 2 jours de formation et vous êtes déjà plus à l'aise avec la prise en charge de patients borderline que ne pas se former. Donc pourquoi? Parce que ça marche, hein. La plupart des études montrent qu'on réduit si on est adhérent, hein, parce que l'adhérence est importante. On l'a peu évoqué aussi ici, hein, donc on essaie de développer beaucoup de soins annexes et de nouvelles stratégies thérapeutiques. Je pense qu'on a des très bonnes en fait, stratégies thérapeutiques avec la TCD, la TBM, la GPM, etc. Le problème, c'est que les personnes qui sont formées souvent perdent en adhérence, on perd en efficacité parce qu'on ne suit plus en fait les recommandations telles qu'elles ont été prescrites dans les livres. Et ça réduit l'efficacité de ces traitements. Mais si on suit vraiment les livres, on suit le protocole, hein, la réduction des hospitalisations est de au moins 80%. On réduit d'au moins de moitié les comportements suicidaires et parasuicidaires. Donc c'est vraiment efficace et c'est souvent dans les 3 premiers mois de traitement. Hein, donc, si vous faites, pour tous ceux qui ont pratiqué de manière standardisée ces protocoles de soins, bah, ils vont confirmer ce que je dis. Enfin, j'espère. Donc, voici les plus courants, hein, c'est ceux qu'on a. Hein, donc, la TCD, Otto Kernberg pour la TFP, Peter Fonagy et Anthony Bateman pour la thérapie basée sur la mentalisation et John Gunderson pour la GPM. Donc, vous avez ici chaque fois les différents modèles sur lesquels on va agir, hein. Bah, Louisa l'a évoqué, la TCD, ça va être essentiellement sur la dysrégulation émotionnelle au centre, hein. Le trouble de personnalité borderline étant conceptualisé comme un problème de dysrégulation émotionnelle avant tout. Dans Otto Gernberg, c'est la diffusion de l'identité qui perturbe finalement la relation transférentielle ou contre-transférentielle. En mentalisation, bah, c'est un problème de mentalisation. Et chez John Gunderson, qui va reprendre en fait des anciennes théories, c'est l'hypersensibilité interpersonnelle qui est au centre de la thérapie. Et vous avez ici un petit tableau que je pourrais vous communiquer si ça vous intéresse, mais peut-être pas. C'est en quoi ça consiste exactement et quelles sont les différentes structures, hein, parce que chaque thérapie va avoir sa propre structure. Il y en a qui vont être avec des groupes, d'autres sans groupe, d'autres vont durer longtemps, d'autres moins longtemps, et d'autres ont des plus grands temps de formation, d'autres des temps de formation plus courts. À vous de choisir, hein. Vous avez quand même pas mal de choix maintenant en langue francophone pour pouvoir vous former dans différents modèles en fonction aussi de votre sensibilité, hein. On parle ici beaucoup de TCD, alors c'est vrai que je dois insister sur la TCD, mais je fais aussi de la TBM moi, donc je vais faire aussi un peu de la pub pour la TBM. Donc il y a plusieurs éléments communs dans toutes ces thérapies et là on les a un peu listés, mais il y a une théorie explicite du trouble de personnalité qu'on rend aux patients chaque fois.
hein, et ça, c'est vraiment la nouveauté des thérapies en TBM, pas en TBM, évidemment, la thérapie en TPL, parce que c'est le terme TPL qui me pose problème. Enfin, je vais dire borderline si ça vous dérange pas, parce que j'y arriverai jamais à TPL. Donc, les éléments communs dans les thérapies pour borderline, c'est vraiment en fait qu'on a une relation collaborative avec le patient ou la patiente et on va expliquer en fait ce qu'on va faire. On va avoir une stratégie commune de prise en charge avec évidemment un engagement chaque fois qui est demandé de la part du patient ou du client. Avec un thérapeute et la validation est toujours au centre de toutes ces thérapies. Vous n'avez aucune des thérapies hein, faites pour le trouble de personnalité borderline dans laquelle l'aspect de validation, mais en même temps de changement, hein, ça c'est très TCD, mais ça reste un peu diffusé dans toutes les thérapies, n'est pas présente, donc c'est toujours présent quelque part. Et puis il faut des thérapeutes qui ont quand même une certaine expérience des comportements suicidaires, parasuicidaires, donc ils doivent être à l'aise avec ça. Vous avez d'autres éléments communs, hein, mais genre, il y a une fin, il y a un contrat qui peut être ou pas signé ou qui peut être oralement, mais on discute vraiment d'un plan de prise en charge. Je vous assure que ça, c'est nouveau. Hein, et ça a été nouveau dans les années 90, alors, pour utiliser de nouveau le chiffre suisse, quand Marshall Linehan le propose, hein, même par rapport au TCC classique. Hein, c'était un peu fait dans les TCC classiques, qui est de première ou deuxième vague, mais c'était vraiment nouveau quand Marshall Linehan le propose hein, et qui a été repris par l'ensemble des autres structures thérapeutiques. Donc ça marche bien, c'est quelque chose qui est efficace. On voit ici la DBT, hein, c'est des évaluations de l'efficacité de ces traitements. On voit que la DBT est quand même celle qui est le plus validée et la plus standard, enfin la plus étudiée dans le soin du trouble de personnalité borderline. Alors, je vais revenir juste un tout petit peu sur... J'ai pris une belle photo, Lionel, j'espère qu'elle te plaît. Sur les présentations qu'on a eues aujourd'hui. Alors, je voulais juste revenir sur... Voilà, je reprends hein, donc Lionel qui nous a parlé pas mal des nouvelles approches, RTMS, TDCS. Alors, moi, je ne savais pas ce que c'était, la TDCS. Donc, j'ai découvert grâce à toi. Je ne sais pas si je vais employer, hein, mais voilà. Donc... mais aussi toutes les approches digitales, smartphone, qui existent. Je vous ai juste mis un papier sur le soin en kétamine. On voit de plus en plus hein, de papiers qui sortent. Alors, c'est des case reports pour l'instant, mais sur l'utilisation de kétamine, on va clairement avoir les psychédéliques qui vont sortir de plus en plus aussi, hein, psilo et LSD, dans le soin des patients borderline. Nous, à Genève, on fait ça maintenant. Alors, c'est en addictologie, mais ça va clairement émerger comme une des stratégies, en tout cas à l'essai, dans le trouble de personnalité borderline. Et moi, je voulais juste revenir sur une étude qu'on avait faite pour rajouter. Hein, c'était une étude utilisant les smartphones. Alors, est-ce que ça aide ou pas à les patients à appliquer des compétences? C'était une étude qui a évalué une application smartphone qui enseignait quelques compétences de TCD. C'était plutôt des compétences d'évaluation en fait de la tension aversive ou de la tension émotionnelle. L'idée était de pouvoir offrir aux patients borderline, surtout en notre absence, hein, parce que nous on a un système qui est un peu la DBT standard. Hein. On a une consultation téléphonique où les patients peuvent nous appeler avant de finalement avoir un comportement autodommageable. On voyait qu'on n'était pas si mal. Hein. Si on regarde ici, je ne sais pas si on voit la flèche ou pas. Non, on ne voit pas la flèche. Parce que j'ai entouré en petit vert là, les heures d'ouverture de notre consultation, on voit qu'il y a peu de comportements autodommageables. Hein. Ils pouvaient nous appeler et que dès qu'on fermait la consultation, en fait, ils n'avaient plus la possibilité de bénéficier de la consultation téléphonique. On avait une augmentation des comportements autodommageables pendant la nuit. Et on s'est dit, il faut qu'on puisse offrir quelque chose pour pouvoir passer le temps, hein, tolérer la détresse, comme qui dirait. Et ça a plus ou moins marché. Hein. Ça peut être, on n'a pas pu développer plus avant là, les désuètes actuellement, l'application smartphone. Mais on a vraiment un effort à faire, je pense, là-dedans, hein, donc sur les consultations téléphoniques, indépendamment de la TCD, hein, donc, mais aussi le développement d'applications smartphone. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Si vous comparez au TDAH, par exemple, qui sont mes deux troubles d'intérêt, TDAH et troubles de personnalité borderline, vous avez pléthore de trucs. La communauté TDAH, c'est des monstres créatifs.
ils font 2000 trucs, ils font des applications smartphone, il y a des dessins très marrants, etc. Rechercher des choses similaires pour les patients borderline, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, j'encourage les chercheurs, mais aussi les familles et aussi les patients à alimenter le web de dessins, d'images, d'illustrations, pour pouvoir petit à petit faire et développer des applications smartphone pour les chercheurs ensuite de les implémenter basées sur la TCD, basées sur la TBM ou tout ce que vous voulez. Mais on a un manque vraiment important de ce genre d'outils, on va dire, connectés pour les populations borderline. Et c'est vraiment unique à la population borderline. Vous n'avez pas ça non plus pour les troubles du spectre autistique, hein, où il y a beaucoup plus de trucs connectés. Voilà, donc je ne sais pas si ça était intéressant, mais on a eu ensuite Louisa Weiner qui nous a parlé des traitements combinés. Enfin, en tout cas, traitements combinés pour le PTSD complexe et le trouble de personnalité borderline. Alors, j'en profite pour ceux qui sont intéressés par le PTSD complexe et le trouble de personnalité borderline. On a à Lausanne Dr Ruben van der Leen, qui vient présenter justement, alors c'est en anglais, hein, mais qui est un des spécialistes de l'équipe de Martin Bohus, le PTSD complexe et le traitement par TCD ou DBT. Hein. Alors, c'est encore des approches, on n'a pas beaucoup de papiers, mais ça semble être intéressant, hein, en tout cas, d'adresser la comorbidité borderline personality disorder et une PTSD complexe. Alors, moi qui ai eu l'occasion de me former, c'est vrai, une fois que vous êtes formé, il faut se lancer, il ne faut pas rester au stade de formation. Et c'est un peu un partage que je vous fais. Hein. Ce n'est pas facile d'aborder avec les patients les traumas et de faire de l'exposition. Moi, je n'étais pas très à l'aise au départ. Une fois qu'on l'a fait une fois, après, ça va, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant en termes d'efficacité. Hein, en tout cas, moi, j'ai été assez scotché de voir à quel point c'était facile à mettre en place. Après, c'est cognitivement lourd, hein. Ça fatigue pas mal, et le patient et le thérapeute, mais ça marche vraiment bien. En tout cas, je n'ai pas 20 000 cas non plus. Hein. J'ai avoir une dizaine de patients que j'ai traités avec cette approche thérapeutique, et c'est très intéressant. La question reste quand même des drop-out dans ces thérapies. On a quand même pas mal de drop-out, et plus qu'en DBT normal. Hein. Si en DBT normal, on a à peu près entre 15 et 20% de drop-out ou d'échec thérapie. Là, on est plutôt dans les 30-40% d'échecs. Hein. C'est quand même, ou de drop-out. Alors, je pense que quand on se lance au début, on a un meilleur taux de rétention, mais quand on regarde des équipes qui pratiquent ça, quelle que soit la modalité thérapeutique, parce qu'on a le même problème en mentalisation, focalisée, trauma, on perd pas mal de patients, et on perd surtout les jeunes. Donc, plus les personnes sont âgées, plus les patients sont âgés, plus ils vont rester en thérapie. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est ainsi. Mais toujours est-il qu'il y a tout un courant actuel qui s'intéresse aux soins des patients borderline comorbides PTSD. Et nous, on a développé à Genève, on est actuellement dans une étude randomisée contrôlée internationale sur l'efficacité de la mentalisation focalisée sur le trauma, hein, mais c'est de nouveau pour patients qui ont une comorbidité borderline PTSD complexe. Alors, c'est une thérapie uniquement en groupe, il n'y a pas d'approche individuelle. C'est assez challenging, et pour l'instant, on a fait un essai pilote avec 4 participantes. On a eu 2 drop-out, donc 50% de drop-out dans ce premier essai, mais on va maintenir le cap et continuer l'étude randomisée. Donc, il n'y a pas que la TCD qui s'intéresse à ça, hein, c'est vraiment un topic actuel de recherche que la comorbidité trauma complexe et troubles de personnalité borderline. Alors ensuite, on a eu les innovations biologiques, j'espère que les photos vous plaisent. Donc, Cécilia qui nous a parlé de neuromodulation, donc stimulation transcrânienne ou autre pour réduire l'impulsivité. Alors, on a vu que pour l'instant, et ça a été mentionné, mais ça peut être d'intérêt par la suite, hein, mais qu'on reste dans des études, hein, ce n'est pas applicable actuellement en recherche. Mais je pense que là, c'est comme un peu pour la kétamine, les psychédéliques, etc. On peut avoir un champ de développement de nouvelles thérapies. Et on a vu Sébastien
j'allais dire un autre nom, Weibel, qui nous a parlé du TDAH comorbide, trouble de personnalité borderline. Alors, qui est une comorbidité qui pose quand même pas mal de problèmes. Là, je vous ai mis le cas de Lindsay Lohan, qui a été diagnostiquée bipolaire, TDAH, finalement borderline. On ne sait pas trop. En tout cas, ce que je peux ou ce qu'on peut déduire, c'est pas la seule. Hein, vous avez beaucoup de personnes comme elle dans les médias. C'est des comorbidités qui sont fréquemment rencontrées. Donc, c'est pas rare d'avoir TDAH, trouble de personnalité borderline. Et de manière générale, parce qu'on peut le voir dans l'autre sens, hein, le TDAH s'expose à beaucoup de comorbidités, et pas que le trouble de personnalité borderline, mais aussi d'autres troubles de personnalité, comme les antisociaux, en particulier en raison de trajectoires neurodéveloppementales, hein, qui vont exposer au risque d'être soumis à un milieu dit invalidant que Louisa. Vous avez vu comme je fais les liens entre les différentes présentations, c'est quand même beau. Hein. entre le milieu invalidant qui va, lui, être finalement le facteur de risque pour développer un trouble de personnalité, quel qu'il soit. La comorbidité est fréquente, hein, entre les troubles de personnalité en général. On a à peu près, ça on l'oublie, hein. C'est intéressant d'imaginer que les personnes qui s'intéressent au TDAH sont souvent des neuropsychiatres qui aiment bien donner des médicaments, et que les personnes qui s'intéressent aux troubles de personnalité borderline sont plutôt des anti-médicaments, peu psychiatres, et qui aiment plus aller sur l'aspect psychothérapie ou des psychologues. Et en fait, c'est bête parce que ces deux mondes devraient se regrouper, parce que la prévalence des troubles de personnalité en général dans le TDAH, c'est quasi la moitié. Donc vous avez la moitié des personnes avec un TDAH qui ont un trouble de perso. Donc il faudrait que les psychologues, les psychiatres, orientation psychothérapie, et que les psychiatres neurobiologistes, neuroscientistes se réunissent pour améliorer le soin et la prise en charge des troubles de personnalité en général, parce que les troubles vont s'influencer l'un l'autre. Donc on a beaucoup parlé, et Sébastien a parlé de l'approche finalement médicamenteuse dans le trouble de personnalité borderline. Est-ce qu'on traite par psychostimulant les patients borderline qui ont une comorbidité TDAH? Mais on peut aussi se poser l'inverse. Est-ce que les stratégies finalement psychothérapeutiques du trouble de personnalité borderline pourraient bénéficier en fait au TDAH en soi, parce que le TDAH est souvent associé à de la dysrégulation émotionnelle qui est très similaire, hein, au trouble de personnalité borderline. Et vous avez des approches actuellement inspirées de la DBT qui ont été développées pour le TDAH. La plus connue, c'est Alexandra Philipson, mais Sébastien en a parlé sur la fin de sa présentation. Et donc, je vous encourage, parce qu'elle vient aussi à Fribourg, à venir la voir. Sébastien a fait la pub, mais je refais la pub aussi, parce qu'elle va nous parler justement de l'approche DBT pour le TDAH et de l'intérêt en fait de cette approche psychothérapeutique dans le TDAH. Donc, je ne vais pas revenir sur cette étude que Sébastien a présentée sur ça vaut la peine de traiter. Ça, c'est vraiment le message que j'aimerais transmettre, mais que Sébastien l'a très bien fait, mais j'insiste vraiment, parce que c'est vraiment un de mes dadas, c'est il faut vraiment qu'on traite ces patients TDAH, quelle que soit leur comorbidité, avec des psychostimulants, hein, parce que ça aide vraiment, en tout cas, à essayer. Hein, et nous, l'expérience qu'on a fait, c'est que les patients borderline, quand ils ont un traitement pour le TDAH, ils sont capables de suivre la psychothérapie. Hein, donc, n'oubliez pas que la psychothérapie, c'est un enseignement chiant, ennuyeux, répétitif, rébarbatif, avec des tâches à domicile, tout ce qu'une personne avec TDAH déteste. Donc, faire un traitement de psychothérapie sans adresser la comorbidité TDAH, un peu aller droit dans le mur. Hein. Donc, autant traiter, puis ensuite, le patient va pouvoir bénéficier de la psychothérapie, hein, parce que là où la patiente va pouvoir se concentrer, apprendre, pratiquer, hein, sans procrastiner, sans oublier des choses, etc., à la maison. Donc, ça vaut la peine. Et il y a toujours suite cette crainte. J'ai entendu la question par rapport à est-ce que, en présence de comorbidité, finalement, de dépendance aux substances, on peut prescrire des psychostimulants? C'est souvent comorbide du trouble de personnalité borderline. La réponse est oui. Hein. Actuellement, toutes les dernières études vous montrent, en tout cas quand il y a des comorbidités de cocaïne, d'amphétamine, d'alcool et de tabac, il faut prescrire des psychostimulants parce que ça réduit en fait les consos. D'accord, donc il n'y a pas de crainte à avoir. Vous avez des très très belles études qui ont été faites récemment et qui vous montrent le bienfait. Alors
association évidemment avec une prise en charge psychothérapeutique, mais la DBT, si on fait de la TCD, on va adresser quelque part quand même les addictions, hein, pas directement mais indirectement dans les comportements interférents avec la qualité de vie pour ceux à qui ça parle. Eh bien, en fait, ce serait stupide de ne pas traiter parce on craint en fait ou une dépendance ou un abus de substance. Vous avez ici l'étude MTA qui est la plus grande étude prospective multimodale, c'est-à-dire qui a évalué différentes stratégies thérapeutiques chez les patients TDAH, qui vous montre en fait que de prescrire des psychostimulants chez les enfants, même sur un long cours, n'expose pas à un plus haut risque d'avoir des dépendances ou des abus de substances. Alors, juste pour vous rappeler aussi que l'attention, puisqu'on est autour du TDAH, elle est au centre aussi d'autres thérapies développées pour le trouble de personnalité borderline, dont la mentalisation. On ne mentalise pas bien si on ne se concentre pas. J'ai plus que 5 minutes, je fonce, t'en fais pas. Donc, en gros, adresser et traiter l'attention améliore aussi la mentalisation. Et améliorer la mentalisation, c'est traiter le trouble de personnalité borderline. Donc, traiter ces TDAH. Je le dirai jamais assez, mais quand vous avez des patients borderline, vous allez droit dans le mur si vous ne traitez pas les comorbidités. Mais alors, quand je vous dis traiter les comorbidités, si je vous dis traiter un trouble dépressif, vous allez le faire. Si je vous dis traiter un trouble bipolaire, vous allez le faire. Si je vous dis traiter un trouble d'un TDAH, oulala, c'est dangereux, on n'ose pas. Allez-y, ce n'est pas plus dramatique que de traiter un trouble bipolaire. Et donc actuellement, on est en train de tester aussi des approches de mentalisation pour le TDAH, au même titre que les approches de TCD. Alors, dans les autres approches qui existent, on a d'autres choses qui ont été développées. Donc, je voulais juste ici souligner un papier admirable de l'équipe du professeur Weiner et professeur Weibel sur l'utilisation de la DBT dans le cadre de un trouble du spectre autistique, qui montre l'efficacité de cette thérapie dans ce trouble. Donc ça, c'était pour vous parler qu'il n'y a pas que la comorbidité TDAH et PTSD complexe, il y a plein d'autres choses. Comme le montrent ici aussi des études faites pour la GPM, autour de la GPM pour le soin d'autisme, eating disorders, etc. On s'intéresse beaucoup plus maintenant, il y a de plus en plus de papiers aussi qui s'intéressent à l'empowerment, c'est-à-dire d'améliorer grosso modo comment est-ce que le patient peut faire avec son trouble et son environnement et interagir et améliorer son environnement, que ce soit professionnel, social, comment est-ce qu'on peut remettre ces personnes au travail. Il y a tout un champ de travail qui est fait là autour et d'études. C'est surtout en Australie qu'on a les papiers les plus probants qui sortent sur cette thématique-là, mais qui va très certainement arriver de plus en plus. C'est redonner au patient en fait la maîtrise de sa pathologie et qu'il puisse, au travers de son trouble, pouvoir améliorer son environnement. Et par la modification de l'environnement en soi, on traite le trouble de personnalité borderline. Vous avez ici to love and work, c'est-à-dire grosso modo, il faut avoir un bon réseau social d'amour quelque part et du travail. Et c'est le focus actuel de certaines des recherches. Et je vais terminer là en vous refaisant de la pub sur la 5e journée du réseau francophone, le livre de nos deux professeurs émérites, Weibel et Weiner, nos deux professeurs W, et le manuel d'entraînement aux compétences TCD, dont je suis un des auteurs. Je fais aussi la pub pour mes manuels de l'hyperactivité et manuels du borderline. Et puis aussi une petite pub pour le réseau francophone de thérapie basée sur la mentalisation avec le MOOC sur la mentalisation. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Nader. Alors on a gardé 10 minutes pour les questions, ou 5-10 minutes pour les questions avant les ateliers. Merci pour votre présentation qui était aussi très claire. Je me demandais pourquoi Emoteo s'était arrêté et si vous connaissiez DBT Coach et qu'est-ce que vous en pensiez au niveau des applications numériques et de la voie numérique en innovation thérapeutique dans le TPB. Voilà. Alors, Emoteo, ça s'est arrêté parce qu'on n'avait plus de thunes. Je me doutais. Mais en fait, la question, c'est pourquoi il n'y a plus de thunes? Ça coûte hyper cher. De maintenir une application, c'est hyper cher. Okay. Donc, si vous voulez faire une application smartphone, il faut 20 000 € pour avoir une belle application smartphone qui est juste les prémices. Ensuite, il vous faut un truc de fonctionnement d'environ 10 000 € par année.
Ouais, mais Donc, vous ne la maintenez pas. Donc, mais comme l'ont rappelé certaines personnes ce matin, les professeurs, non, c'est que c'est très rentable, puisque derrière le ouais, mais il faut les financements. Moi, C'est la poule et l'œuf, quoi. J'ai pas 10 000 euros par année, moi. Et puis, le DBT Coach, oui, c'est bien, mais c'est peu friendly en termes d'utilisation. Donc, c'est intéressant, mais si on regarde le retour des personnes qui l'ont utilisé, nous, le retour principal qu'on a eu des Motéo et pourquoi les patients l'utilisaient, c'est que c'était cool à utiliser. C'est pas que c'était efficace. Ils en avaient absolument rien à foutre. Hein, c'est que c'est cool. En gros, il faut foutre une shit de thune dans le design de l'application. Et en fait, DBT Coach, c'est très bien fait. C'est des éléments de DBT, etc. Mais c'est pas du tout friendly. Donc, moi, si je suis patient borderline et j'ai un peu de ça et j'ai eu beaucoup de ça avant, moi, j'étais borderline avant, vous ne me faisiez pas utiliser DBT Coach. J'utilise pas, c'est trop chiant. D'accord. Donc, il faut quelque chose de plus cool. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'application comme ça. Donc, il faut développer des applications comme celles qui sont faites pour le TDAH. Elles sont hyper marrantes. Les applications pour le TDAH sont fun, mais ça coûte beaucoup d'argent. Et c'est ça le problème. D'autres questions? Le chat. Oui. Merci. Moi, j'ai une question concernant la médication, parce que vous avez dit, enfin, plusieurs personnes ont dit que les prescriptions de médicaments pour ces patients doivent être courtes et doivent impliquer un suivi, c'est-à-dire qu'on doit à chaque fois contrôler l'efficacité vraiment à court terme. Comment est-ce que vous gérez les consommations de substances dans ce cadre-là? C'est géré dans la thérapie. C'est-à-dire ça fait partie de la prise en charge psychothérapeutique. C'est intégré à l'intérieur. Alors, je reformule. Comment est-ce qu'on peut évaluer l'efficacité d'un médicament si la personne, en fait, consomme plein d'autres choses à côté? Alors, vous n'avez pas tous les patients qui consomment plein d'autres choses à côté. Hein, Non, mais c'est dans ce cas-là. Après de toute façon, les traitements médicamenteux, vous allez essayer de ne pas les prescrire. Donc, à moins que vous ayez une comorbidité de dépression, de troubles bipolaires ou autres dans lesquels il y a un intérêt, s'il n'y a que le trouble de personnalité borderline, s'il y a plein de consommation, ça devient votre priorité quelque part. Le traitement médicamenteux, je veux dire, vous allez peut-être prescrire quelque chose pour essayer d'aider la personne à réduire sa consommation, comme un antipsychotique atypique à très très faible dosage, mais vous allez peu être intéressé par un traitement médicamenteux dans ce contexte-là. Ça va être de nouveau adressé en psychothérapie. C'est dans les prises en charge psychothérapeutiques, quelle que soit la modalité de soins. C'est intégré dedans. Merci. Bonjour, je suis maman aussi d'une jeune avec PTSD complexe et troubles TPB. Et donc, ma question, c'était sur le métabolisme. Est-ce qu'il y a des innovations? Parce qu'en fait, à l'observation, en fait, il y a de très très fortes perturbations au niveau métabolique, intestin perméable, comme des orages en fait, émotionnels. Et je me demandais s'il y avait des innovations, des pistes de ce côté-là. Donc, si j'entends bien, c'est sur la sensibilité du corps ou c'est sur les comorbidités somatiques, c'est-à-dire? Oui, les comorbidités somatiques. C'est-à-dire, après, ça dérive en surpoids, en problématiques, en fait, au niveau des aliments, en fait, il y a des problématiques de Oui, alors ce que j'expliquais, il y a actuellement des thérapies, enfin, c'est pas des thérapies, mais c'est des prises en charge actuellement qui mettent l'accent sur la réduction, en fait, ou l'amélioration du bien-être physique, comme premier dans la prise en charge des patients borderline, parce que l'amélioration, en fait, des pathologies somatiques ou des conséquences somatiques du trouble de personnalité borderline améliore le trouble de personnalité borderline. On a de plus en plus d'études, par exemple, sur l'encouragement à l'activité physique chez ces patients.
hein. Donc, il y a pas mal d'études randomisées contrôlées qui sont actuellement en cours pour évaluer l'efficacité en fait d'une augmentation d'un coach, par exemple, d'entraînement physique. Est-ce que ça améliore ou pas le devenir des patients borderline? L'hypothèse est que quand même oui, hein. Des quelques études pilotes qu'on a, ça marche. Et d'améliorer finalement le syndrome métabolique dans son ensemble, mais aussi le risque cardiovasculaire, l'obésité, la sédentarité, etc. Ça améliore quand même, ça ne traite pas complètement, hein, mais ça améliore quand même significativement le trouble, hein. D'autres questions? Oui, monsieur, qu'est-ce qui fait qu'un jour on peut avoir le bonheur de parler à l'imparfait, comme vous venez de le faire, de dire j'étais borderline? Est-ce que c'est donné à tout le monde? Les études montrent que oui. Donc en gros, vous avez... alors moi, si vous deviez m'évaluer, je pense à 19 ans, j'avais 9 sur 9. 9 critères sur 9, facile. Sauf que, bon, moi, j'ai eu la chance et le bol d'avoir un entourage qui était hyper validant. Donc ça, c'est un truc. Après, ça disparaît avec le temps, hein. Alors moi, j'ai pas tout qui disparaît, hein. Pour ceux qui me connaissent, je reste encore très abandonnique et par moments, j'ai encore des comportements autodommageables, ça m'arrive. C'est rare, mais ça s'atténue. Mais ça, toutes les études le montrent, hein. Si on prend les études, c'était ce que j'expliquais avec les études de Zanareni et de Gunderson, c'est que si on fait des suivis prospectifs sur 10, 20, 30 ans, on a une disparition des symptômes. Mais il y a des trucs qui restent, hein. Il y a des trucs au fond qui persistent. Mais la plupart vont pouvoir parler au passé, hein. Après, il faut un peu de bol dans la vie, hein. Moi, j'ai eu du bol. Je peux me D'accord. permettre de faire un complément éventuellement, vu qu'on parle de la question du mieux-être et donc du rétablissement. Il se trouve que moi aussi, je suis concernée par le trouble de personnalité borderline et que je fais le même constat, hein, qu'il y a certaines sensibilités qui restent là et que tous les symptômes ne sont pas partis. En revanche, je crois que ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, la priorité, elle est plus autour de est-ce qu'il y a des symptômes résiduels ou pas. Parce que à terme, ce qui m'a fait le plus souffrir, et peut-être on en parlera pendant l'atelier sur les impacts d'une prise en charge précoce, c'était l'impact sur ma qualité de vie. C'était sur le fait que toute ma vie avait été dépeuplée en lien avec le trouble borderline. Et il y a un moment donné où je pense que c'est beaucoup plus cette dimension-là qui vient abîmer la qualité de vie. Aujourd'hui, je le dis, j'ai toujours des symptômes sur certains aspects. J'ai reçu plusieurs diagnostics, dont un TDAH. Donc ça sera toute la vie. Mais je suis assez OK avec le fait que ce soit toujours là, dans la mesure où ça n'a plus du tout les mêmes retentissements sur ma qualité de vie. Et je compose parfois même mieux que certaines personnes qui n'ont pas reçu soit de diagnostic, soit qui n'ont pas eu de prise en charge. Alors, vous y trompez pas, je suis pas du tout ravie d'avoir passé toutes ces années en thérapie et en galère psychique. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que non seulement le rétablissement, il est possible pour certaines personnes, mais j'ai envie de citer Patricia Dugan, qui est une usagère qui est devenue une figure assez emblématique du mouvement du rétablissement, qui dit « Le rétablissement n'est pas le privilège de certains patients exceptionnels ». Et c'est quelque chose que je pense qu'il est important de garder en tête, c'est qu'il n'y a pas de qualité spécifique nécessaire pour pouvoir se rétablir. Il n'y a pas une petite proportion d'élites qui vont pouvoir se rétablir en fonction de la sévérité des symptômes. Et au-delà de ça, il y a un moment donné où je pense que les symptômes, je suis désolée, je vais parler trivialement, on s'en bat les steaks. Il y a vraiment un sujet autour de la qualité de vie et la question des symptômes, on est très focalisé là-dessus parfois, et en réalité c'est ce qu'on se disait un petit peu avec l'étude dont vous parliez sur To Love and To Work, etc. Il y a beaucoup plus de choses dans l'existence que juste la disparition des symptômes. Voilà. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que ça s'améliore.